de jeux vidéo. Et puis il a continué sur le chemin, il a monté sa propre boîte de prod, où il a décidé de privilégier des thématiques qu'on va dire communautaires, gays, lesbiennes, bi, trans, intersexes, tout ce que vous voulez, gens de couleur et compagnie. Il avait envie de faire des choses qui sortaient de l'ordinaire avec des projets peu coûteux. La politique de la Société des films de l'Ange se divisait en deux axes. Le premier axe était d'acheter les droits d'exploitation de films sur ces thématiques-là à l'étranger, au Canada, en Australie, en Israël, en Thaïlande, aux États-Unis, et de faire le sous-titrage en français et de proposer ça au public francophone, France et Belgique et Canada. Et puis l'autre axe, c'était d'encourager des gens venus de la photographie, venus de la chanson, qui n'avaient pas forcément d'expérience du cinéma, pour réaliser des projets atypiques avec 3 francs 6 sous. Voilà, c'était ça le but. Et c'était à l'époque où le marché du DVD marchait très bien. Voilà. C'est une époque quasi révolue, au même titre que les dinosaures maintenant. Donc, puisque le premier projet que nous avons mis en place, Rémi Lange et moi, donc ça s'appelait Statros le Magnifique. Donc c'était, j'avais fait le scénario, la musique, c'était un truc de 20 minutes, c'était totalement déjanté, c'était les Feux de l'amour version érotico-trash. Il y avait à l'époque Pascal Orbi, vous avez dû voir son visage, elle a été membre des Verts, aux côtés de Noël Mamère, une transsexuelle rousse, vous avez dû voir peut-être aussi sur Arte, qui jouait la femme d'un baron métis, évidemment névrosé. Je jouais le baron métis névrosé dans une demeure hantée par le fantôme d'un nazi. Enfin, c'était vraiment un truc. Voilà. Et ça a très bien marché. Ça s'est vendu à 3000 exemplaires au Bambou. Voilà. Dans un marché de niche, c'était quelque chose qui ne se voyait pas beaucoup à l'époque. Et plus les droits d'exploitation, les droits dérivés. Et puis ça m'a permis de mettre en image un petit peu mon univers musical et puis de gagner un nouveau public concrètement. Voilà. Et de générer des droits d'auteur aussi, puisque j'en faisais les musiques. Alors nous avons continué sur la lancée, vu que ça marchait par rapport à nos attentes, ça marchait bien. Je sais que c'est pas toujours bien vu de parler d'argent, mais voilà, c'est pas. L'avantage, c'était que Rémi Lange avait déjà tout le matériel. Il avait la caméra, il avait les projos, il avait le logiciel de montage. Donc, finalement, ça coûtait rien, concrètement, de réaliser un film. Et donc, l'investissement, c'était rentabilisé. Il n'y avait pas de problème de ce côté-là. On a continué sur la lancée, puisque le but c'était de faire une trilogie autour du métissage. Chaque personne devait proposer sa vision du métissage à sa façon très personnelle. Voilà. Mais avant d'en arriver là, j'ai réalisé moi mon premier film qui s'appelait J'aimerais, j'aimerais. C'était en 2007, qui était pareil, une histoire un peu bizarroïde, une histoire d'amour entre 2 hommes de couleur en Vendée. Voilà. Qui a bien marché aussi. Il y a eu de la presse régionale notamment. Bon, la presse parisienne est passée un peu à côté, mais bon, elle passe à côté de beaucoup de choses, donc c'est pas très grave. Et le film a bien marché et nous avons continué sur la lancée. Et là, j'ai réalisé donc la suite, si on veut, de cette trilogie sur le métissage qui s'appelait Occident, qui a moins bien marché, qui était un peu plus sombre. Et puis où le tournage a été un peu plus dur. Certaines personnes qui ont participé au tournage sont décédées dans des circonstances qui ne sont pas très joyeuses, enfin si c'est qu'un décès est joyeux, mais voilà. Donc du coup, avec Rémi Lange, nous avons réfléchi ensuite si on allait vraiment continuer la trilogie. Et alors à partir de ce moment-là, c'était en 2008,
Et en 2008, vous devez vous en souvenir, c'est là qu'on commençait à parler de la crise, la crise, la crise, la crise, la crise. La crise était partout, la crise était dans vos placards, sous le lit, tout, enfin bref, partout. Donc, les gens avaient peur, les gens n'allaient plus au concert, les gens n'achetaient plus de CD, les gens n'achetaient plus de DVD, enfin bref. Donc la Société des films de Nantes, j'ai mis les clés sous la porte. Voilà, c'est aussi bête que ça. Et puis à ce moment-là, moi je suis parti en Allemagne où j'ai vécu 4 ans. Je me suis éloigné pas mal quand même de l'idée du film. Je me suis reconcentré sur les concerts, j'ai eu pas mal d'occasions à Cologne, à Berlin, à Bruxelles. Et donc la France était un peu loin, mais quand même il y avait l'idée que puisqu'on s'était engagé moralement, il fallait aller jusqu'au bout. Et alors je ne suis absolument pas perfectionniste, je le dis tout de suite. Par contre, je suis assez jusqu'au boutiste. Donc voilà. Donc du coup je me suis dit on va quand même finir cette trilogie autour du métissage. Avec une vision différente. Il n'y a pas besoin d'avoir vu Statros le Magnifique au Occident pour comprendre La Bête immonde. C'est vraiment pas du tout nécessaire. Et là, pour la première fois, il a fallu travailler avec plus de gens, plus de monde, et dans des conditions qui étaient plus proches, si j'ose dire, du milieu dit professionnel. Déjà, il a fallu payer des gens, dont Gilda Jaffrenou, qui vous expliquera plus tard, après moi, quel a été son rôle. Entre-temps, je m'étais exercé à faire une comédie, mais qui m'a presque rien coûté, que vous pouvez trouver sur YouTube, qui s'appelle Une dernière nuit au Mans, qui est d'accès libre, de toute façon. C'est, pour faire simple, c'est un jeune homme qui vit avec sa tante sort avec un prof de maths, et le prof de maths tombe amoureux du jeune homme. Voilà, c'est Foucault. Et la femme en question, c'est Maïk Dara, qui est la voix française de Whoopi Goldberg. Vous reconnaîtrez sa voix dès qu'elle parle. Alors j'avais quand même quelques blocages à l'idée de faire un film, dans le sens où bon, c'est un projet collectif, c'est pas comme quand on loue une salle pour faire un concert piano-voix, ça n'a rien à voir. Là, on sollicite des énergies différentes, des gens différents, des gens qui viennent vraiment de milieux qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Nous avons tourné des parties de ce film sur Paris, d'autres sur Le Mans, d'autres sur Angers, d'où je suis originaire par ma mère. Ça a été assez particulier et ça s'est fait sur plusieurs temps, entre 2010 et 2011. J'ai eu quelques aides de mon éditeur musical. Attention, c'est pas pareil qu'une société d'édition de films, c'est deux choses différentes. La Société des films de Nantes dont je vous parlais, une société d'édition, exploite les droits d'exploitation de films. Donc pour un chanteur, auteur, compositeur, une société d'édition exploite vos musiques, essaie de les placer dans des radios, dans des compilations, de vos disques dans les médiathèques. Voilà. Alors je vous disais tout à l'heure que je ne me considérais pas comme cinéaste, mais maintenant si les gens me considèrent comme ils veulent, c'est pas... Simplement moi je ne le suis pas, je suis avant tout chanteur et après je fais d'autres choses, comédien, réalisateur, on pourrait dire artiste global, mais en France ça ne veut pas dire grand chose. Quant à la critique, la critique, qu'elle soit négative ou positive, finalement, c'est toujours une question de perception. Alors, quand elle est négative, je dis bah, c'est tout. Et puis, quand elle est positive, j'envoie ça à ma mère en pièce jointe, puis elle est contente. Ce qui compte surtout, c'est ce qui reste au final. Voilà.
En fait, finalement, vous pouvez dire j'aime, j'aime pas d'un film. Le film, il est fait, donc c'est comme la chanson, c'est fait. Hein. Les gens, ils vont pas le refaire parce que vous aimez pas et parce que vous avez plein de choses fantastiques que vous auriez fait si vous avez été à la place. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est fait, c'est payé, c'est réglé, c'est empaqueté, c'est présenté au public tel quel. C'est ce qu'il a fallu que j'explique à des étudiants de cinéma il y a 2 ans. Alors, ils n'étaient pas en première année, ils étaient, je pense, non, c'était pas en première année, qui avaient des grandes idées sur le cinéma. Le cinéma, c'est pas simplement la Trinité, Scorsese, Spielberg, Truffaut. Hein. Il y a beaucoup de choses, c'est vaste, c'est immense, c'est ce qui fait l'intérêt du cinéma. Alors peut-être qu'effectivement, en France, on a tendance à être un peu plus bloqué, parce qu'il y a une vraie politique, effectivement, du cinéma français, mais tellement bien établie que peut-être qu'il y a une forme d'autocensure de beaucoup de gens qui voudraient réaliser des choses un peu folles, un peu hors des sentiers battus, puis qui n'osent pas trop. Par exemple, à Betty-Monde, nous allons sous-titrer en anglais parce que nous avons des demandes du public anglophone, de gens au Canada, en Australie, en Afrique du Sud. Donc la traduction est faite. Maintenant, c'est le côté technique du sous-titrage. Nous allons nous en occuper avril-mai. Parce que nous savons qu'il y a, entre guillemets, ce qu'on appelle un marché. Voilà. C'est une association qui produit ce film avec l'aide d'un éditeur musical, parce que les musiques du film sont gérées par mon éditeur musical. Voilà. Voilà. Donc vous avez une idée du cadre, je dirais, de l'encadrement du projet. Donc si les conditions de tournage, elles, sont plus proches d'un, ce qu'on pourrait dire de conditions entre guillemets amateurs, dans le sens où effectivement il n'y avait pas de technicien payé 9,22 € de l'heure pendant le tournage, il n'y avait pas beaucoup de demandes d'autorisation de mairie ou de préfecture pour tourner dans tel lieu ou tel lieu. Ce qu'on demande en France, mais qu'on ne demande pas forcément, par exemple, ne serait-ce qu'en Belgique, hein, juste à côté. Effectivement, on peut dire que c'est amateur. Voilà. Bon, dans le mot amateur, il y a le mot aimer. Alors, si quelqu'un vous dit ton film, c'est pas intéressant, c'est amateur, ou c'est de la merde, c'est amateur, dans le mot amateur, il y a aimer, ça veut dire que vous faites des choses, peut-être avec peu d'argent, voire avec rien du tout, mais avec beaucoup d'amour, donc c'est déjà pas mal. J'ai croisé pas mal de gens dans le milieu du cinéma qui sont totalement blasés, cyniques, on se demande qu'est-ce qu'ils foutent là. Voilà. Donc, je pense qu'il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Après, l'idée que quelque chose ne coûte jamais rien, même si c'est amateur, c'est pas tout à fait vrai. Par exemple, la Betty-Monde, concrètement, a coûté 6 000 € parce qu'il a fallu rabioter sur partout. Par contre, s'il avait fallu tout payer, ça, ça aurait coûté entre 40 000 et 50 000 €. Voilà. Qui est-ce qui a accepté de faire des efforts, justement, alors, de ne pas être payé? Mais tout le monde, parce qu'il y a des acteurs qui avaient envie. Alors, il faut savoir que c'est tourné en province essentiellement, et avec des gens qui viennent du théâtre, qui n'ont pas forcément envie de passer des castings sur Paris pour être dans un feuilleton qui passera éventuellement à la télé dans 4 ans, et qui ont envie de tourner, voilà, qui ont vraiment envie de tourner. Donc c'est en ce sens que je parlais du projet collectif. On a eu la chance d'avoir des gens qui étaient motivés parce que ils avaient envie de faire des choses. Et puis, bon, faut pas je peux pas être hypocrite non plus. Quand ils ont vu effectivement que certains projets que j'avais fait avant avaient été vendus dans les FNAC et les Cultura, ils se sont dit bon, c'est bien. Voilà. Bon, donc ils se sont dit ça va être bien pour moi. C'est peut-être un marché de niche, mais on s'en fout. C'est bien quand même. Voilà. Mais c'est un projet collectif où tout le monde a accepté effectivement de mettre j'allais dire la main à la pâte. Le terme technique, c'est d'être en participation. Mais d'être en participation. Merci Gilda Jaffano. En participation sur les ventes de... Voilà, sur les ventes et les ventes de films éventuellement à des chaînes. Alors, je suis en discussion avec une chaîne câblée
par un vieux routier qui est spécialisé justement dans les ventes de films de série B, de série Z, de nanar, voilà. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Alors, il y avait un réalisateur qui nous a quittés il y a 2 ans, en novembre 2010, qui s'appelait Jean Rollin, qui était un réalisateur de films fantastiques. C'était l'un des rares réalisateurs français de films fantastiques, qui était beaucoup plus connu à l'étranger qu'en France. Aux États-Unis, c'est vraiment une référence. Alors en France, Jean Rollin, par les gens qui aiment bien les films de vampires et de châteaux hantés, ça ne parle pas. Voilà. J'ai connu ce type. Malheureusement, je l'ai connu peu de temps avant qu'il décède d'un cancer. Et il disait souvent aux gens qui avaient envie de filmer, il leur disait filmez tout, filmez n'importe quoi, mais filmez. Voilà. Ne vous auto-censurez pas pour des questions d'argent ou des questions de comment on va vous considérer, comment... Il y a des gens qui n'aimeront pas ce que vous faites de toute façon, c'est pas la peine de... Voilà. Et il y a des gens qui aimeront ce que vous faites aussi. Ne visez pas forcément les cinéphiles, visez, même si vous êtes dans un marché de niche n'est pas compatible avec grand public. On peut appartenir au grand public et entrer en même temps une cible particulière par rapport à un film, une chanson. Et c'est intéressant ce qu'il disait Jean Rollin parce qu'il a souvent été taxé d'amateurisme. Or lui s'en foutait, il s'asseyait carrément dessus. En plus, bon, avec le temps, il avait tout un public et des fans qui le suivaient. Donc ça ne le parlait pas, ce genre de critique, qui en général en plus venait de la France. Donc c'était pas quelque chose auquel il était très sensible. Et moi-même, je crois que je n'ai jamais été vraiment sensible aux cloisons film amateur, film non amateur, parce que déjà plus jeune, je me souviens que quand on me parlait cinéma, moi je parlais film d'animation. J'ai toujours aimé le dessin animé, les films d'animation. J'ai toujours préféré ça. Des fois, je préfère voir un dessin animé que des êtres humains. Ça m'emmerde pas les êtres humains. Voilà. J'aime bien voir des dessins, des couleurs, surtout quand c'est en 2D. Ça n'existe plus beaucoup maintenant, c'est surtout en 3D malheureusement. Mais voilà. Donc déjà, j'avais une certaine perception de ce que c'était l'objet filmique. Pour moi, un film, c'était pas forcément quelque chose qui durait 90 minutes en 35 mm. Ça ne fait que 10 ans. Ça ne fait que 10 ans que cette mentalité change, évolue. L'accès à la caméra s'est démocratisé. On peut louer une caméra HD de bonne qualité pour un week-end, pour 300 €, par exemple. C'est des choses tout à fait possibles. Et l'accès au public aussi s'est démocratisé. C'est-à-dire que maintenant, si vous vous débrouillez bien, si vous avez un attaché de presse, vous pouvez proposer votre travail sur YouTube, sur Dailymotion, sur Watt TV. Il y a aussi des chaînes régionales qui accepteront votre projet. Il y a pas mal de gens qui joueront le jeu. Et puis il y a Internet, qui a vraiment... quand on parle de la révolution Internet, ce n'est pas un vain mot. Et enfin, aussi, je parlais de la cloison amateur, non amateur, film d'animation, film avec des êtres en chair et en os. Il y a aussi la barrière long métrage, moyen métrage. Il faut savoir que par exemple Statros le Magnifique faisait 20 minutes, J'aimerais faisait 17 minutes, Occident faisait 50 minutes. Mais à chaque fois que ces projets sont sortis, et je ne parle pas que de mes projets qui sont sortis via les films de l'Ange, les films de l'Ange ont édité d'autres projets aussi, d'autres réalisateurs, on les a défendus comme si c'était le dernier. Et ça, c'était aussi inhabituel parce que très souvent, quelqu'un qui fait un court-métrage dit « Bon, je fais ce court-métrage, mais dans l'optique de faire un moyen-métrage, puis plus tard un long-métrage avec tout ce qui ira derrière. » Bon, oui, en attendant, on peut mourir demain ou dans les minutes qui suivent. Donc, ce qu'on a à dire, il faut le dire maintenant, c'est le présent qui compte. C'est pas forcément toujours de se mettre dans 5, 6, 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans.
à attendre une subvention CNC, et on se retrouve comme ça avec des gens. Alors comment tu vas? Alors où est-ce que tu en es dans ton scénario de film? Oui, ben, je bosse dessus, puis ça fait 15 ans qu'il bosse dessus. Voilà. Je dis, mais pourquoi tu vas pas plus loin? Ouais, mais tu comprends, j'attends, CNC. On dirait que c'est la porte dorée, alors que si vraiment on a envie de faire quelque chose, à un moment donné, je crois que le CNC c'est un prétexte. Si vraiment on a envie de faire quelque chose, on le fait, que ce soit en cinéma ou ailleurs. Alors avant de laisser la parole, de toute façon, si vous avez des questions, je répondrai à vos questions, ce n'est pas un problème. Mais avant de laisser la parole à Gilda Jaffrenou, qui va pouvoir aussi vous parler de l'aspect technique, qui est un aspect concret d'un film. Par exemple, ici, le son sature. Alors, je ne sais pas si c'est dû à la télé, parce que j'avais... Ah, d'accord, ça me rassure. Voilà. Avant de laisser la parole à Gilda Jaffrenou, je vous donne une référence. Enfin, en fait, je pourrais vous donner des références même, mais pour que, effectivement, vous voyez bien la difficulté le dilemme entre qu'est-ce que le cinéma amateur, qu'est-ce que n'est pas le cinéma amateur. Vous n'aurez pas la réponse à la fin du cours, c'est sûr. Malgré les compétences de M. Roffa. Est-ce qu'on peut répondre à cette question de toute façon? Je crois pas. Je crois pas, et je vais vous donner un exemple. Je vous conseille vraiment d'aller donc sur YouTube. Et pour ceux qui ne l'ont pas fait, même si vous n'êtes pas fanat d'Heroic Fantasy, voilà, vous tapez The Hunt for Gollum. C'est un moyen métrage de 39 minutes qui est accessible gratuitement sur YouTube. Que les médias français appellent un fan film, mais si vous voyez le traitement par un fan film ou un bon film amateur réussi, qui est presque aussi bien qu'un film dit normal, mais si vous regardez la façon dont les anglo-saxons parlent de The Hunt for Gollum, ils parlent d'une œuvre de passionné et non d'un film amateur. Donc c'est vraiment intéressant comme concept. Vous verrez comment c'est la traque de Gollum par Aragorn. Voilà. Donc c'est un dérivé de l'œuvre de Tolkien du Seigneur des Anneaux. Peut-être pour ceux qui n'ont pas bien vu mon nom, c'est J-A-2-N-H-A-L-E-X-A-N-D-E-R. Sur YouTube, vous trouverez aussi, ça c'est plus difficile. Et je vous conseille vraiment de voir ce film parce que Peter Jackson avait été très très impressionné par ce film, et les héritiers, les ayants droit de Tolkien eux-mêmes, qui sont très regardants sur ce qu'on fait de l'œuvre de Tolkien, donc l'auteur du Seigneur des Anneaux, on dit qu'il n'y avait rien à y redire, parce que c'était tellement bien fait qu'ils auraient été complètement cons de vouloir bloquer ou empêcher la diffusion de ce projet, même si c'est gratuit, même si c'est en ligne, et que les héritiers de Tolkien n'y gagnent rien. Voilà. Je ne sais pas si j'ai fait le tour. Voilà. Oui. C'est de l'animation ou c'est... Non, c'est un film. C'est un film. Oui, peut-être en animation, je ne sais pas si on peut parler de dessins animés amateurs, par contre. Alors là, je n'en ai aucune idée. On peut parler de films d'animation amateur, dans le sens où beaucoup de choses se font avec des marionnettes animées. Vous prenez des marionnettes en fil de fer, en tissu, et avec des moyens très limités, vous avez la possibilité de fabriquer des personnages, un décor, et d'inventer une petite histoire. Les Finirian. Je pense que voilà, je vais les séparer. Ouais. Et puis, de toute façon, si vous avez des questions... De toute façon, il y a le droit d'interrompre et de poser des questions. Je
Je me présente juste en 2 minutes. Moi, ça fait depuis 2004 que je me suis réorienté dans le cinéma. Avant, j'étais professeur de sciences de la vie et de la terre. Donc tous ceux qui sont ici et qui ont quitté le lycée doivent avoir de très bonnes raisons de ne pas être en sciences. Mais vous voyez que même un enseignant de cette discipline peut au bout d'un moment vous rejoindre dans le choix de dire que les sciences c'est bien, mais que l'art c'est mieux. Voilà. J'ai mis plus de temps que vous à le comprendre, simplement. Dire aussi que donc, moi j'ai suivi une formation dans une petite école à Marseille, parce qu'à l'âge où j'ai fait ça, les grandes écoles m'étaient fermées, parce que j'avais plus de 28 ans. Et puis que depuis cette formation, je suis intervenu dans beaucoup de projets amateurs, parce que dans la ville où je suis né, qui par un hasard du destin, c'est la même que Yann, c'est Angers, il y a donc un club amateur qui existe depuis 1947. Donc je vais peut-être vous parler d'abord un peu de cinéma amateur, parce que moi j'ai découvert ça après ma formation. Le cinéma amateur en France, ça existe depuis avant la Seconde Guerre mondiale. Depuis les années 40, il y a des clubs de gens qui ont fait d'abord du film en 8 mm, en 9 mm, en 16 mm, en Super 8, en Super 16. Ça existe depuis très longtemps. Il y a une fédération française de cinéma, d'audiovisuel et de cinéma, la FFCV, donc cinéma et vidéo, pardon, qui organise des rencontres dans différentes régions de France et qui a un festival annuel qui se déroule à Bourges, c'est la rencontre nationale de Bourges. Donc ce cinéma, j'ai envie de dire amateur, il existe déjà sous une forme associative. Donc la définition qu'on pourrait en donner, ce sont des gens qui font des films avec l'idée claire qu'ils ne veulent pas gagner d'argent avec. C'est clair et net. C'est des gens qui font des films en se disant, ce film-là, je ne le vendrai pas. Ou je le vendrai peut-être plus tard. Et oui. C'est pour ça qu'il y a quand même une limite indécise, dans le sens où ce qui définit un film professionnel, c'est que pour qu'un film professionnel existe, il faut d'abord que vous ayez écrit un projet, puis qu'un distributeur se soit engagé à le diffuser une fois qu'il sera fait, puis qu'un producteur dise « Ah bon, vous avez un distributeur, d'accord, je produis votre film. Ok, on va faire un dossier CNC. » Je prends l'exemple de Bertrand Tavernier, son premier film, L'Horloger de Saint-Paul. Le scénario a été refusé par toutes les boîtes de production pour lesquelles il avait travaillé comme attaché de presse pendant 2 ans. Et puis, un copain, lui, qui bosse dans une boîte de distribution, lui dit « Bah écoute, on te signe un engagement à diffuser ton film s'il est fait. » Avec ça, Tavernier va voir une boîte de prod qu'il ne connaissait pas. Il dit « Mais j'ai un engagement à diffusion. » « Ah bon, bah d'accord, on produit votre film, vous nous enverrez le scénario. » Ils ont dit oui, ils n'avaient pas lu le scénario. Donc c'est un peu pour vous donner une petite idée de ce que c'est qu'un film professionnel. Et c'est un film qui, la plupart du temps, est produit avant que le scénario soit écrit. Donc c'est une des raisons qui fait que moi je m'intéresse pas mal aux amateurs et aux gens qui sont un peu sur la frontière, comme Yann. Parce que les gens qui sont sur la frontière, au lieu de se poser la question de trouver un distributeur et donc de faire beaucoup de, excusez-moi le mot, de copinage, mais si votre but c'est de vous intéresser au cinéma pour en faire, ce qu'on peut faire, on s'intéresse au cinéma pour en faire ou bien pour en parler et écrire dessus. C'est pas tout à fait les mêmes métiers, mais on peut faire les deux. Hein, mais quand on s'intéresse au cinéma pour en faire et qu'on veut avoir du plaisir et aimer ce qu'on fait, eh ben, on recherche des projets qui ont du sens. Il y a des projets qui sont menés par des gens qui essayent de dire quelque chose qu'on a vu dire par personne autrement. Voilà pourquoi moi je me suis intéressé à ce cinéma-là, voilà pourquoi je consacre du temps, pas payé ou très peu payé, sur des projets dont j'estime que peut-être que ça vaut le coup de donner un petit coup de main. Que vous dire d'autre, parce que sinon je vais parler encore plus longtemps qu'Yann, c'est pas forcément le but. Moi, mon école de cinéma, je l'ai suivie en 2004-2005. Très rapidement, les films sur lesquels je suis intervenu, c'était plus en consultance au scénario et puis également comme premier assistant réel. Principalement sur des courts-métrages, des clips, des moyens-métrages. Pour diverses raisons, je ne travaille pas à Paris et je ne suis pas encore célèbre, tant pis pour moi. Mais de fil en aiguille, je me suis beaucoup plus orienté vers l'organisation d'ateliers pour transmettre mon savoir-faire, c'est-à-dire aider les gens à écrire des histoires et puis maîtriser la dramaturgie, parce que c'est un domaine dont on parle très peu. Donc le fait d'intervenir pour Yann dans le cadre d'un film qui était déjà tourné, c'était une vraie nouveauté pour moi. C'était un peu un défi aussi, parce que parmi les choses que vous entendrez souvent dire, allez, test, les 3 naissances d'un film, vous connaissez. Un film naît 3 fois. Il naît une première fois à l'écriture du scénario,
Et puis ensuite, le scénario, il faut le tourner. C'est la deuxième naissance du film. Et puis le film naît une troisième fois, il naît au montage. Donc c'est pas comme en biologie, vous voyez. En biologie, un être vivant a 2 parents. Au cinéma, il y en a 3. Il y a un auteur, un réalisateur et un monteur. On dirait des fois c'est la même personne. Ça peut être la même personne. Mais bien souvent, c'est bon, il y a des postes qui se cumulent. Parce qu'en France, on trouve très normal qu'un auteur soit aussi réalisateur. C'est une spécialité française, hein, c'est pas du tout généralisé. Et donc là, pour le coup, je rencontre Yann dans des circonstances qui mériteraient même de faire un film. Il me parle de ce projet qui était en cours de montage, du monteur qui travaillait dessus depuis plusieurs semaines et qui en quelque sorte était un peu coincé pour réussir à faire quelque chose qui lui convienne. Et donc je suis arrivé là-dessus, je n'avais pas lu le scénario. Le scénario, j'ai eu entre les mains, donc je parle devant Yann, c'est un fascicule de 14 pages. Et on me dit, avec ça, il faut faire un long métrage. Ah bon, long métrage avec un fascicule, voilà. Pour information, hein, voilà. Je vous montre ça parce que... Voilà, ça c'est le format standard d'un scénario de long métrage. Et ça fait une centaine de pages. Simple, tout le monde a déjà vu un scénario, peut-être pas. Peut-être pas. Normalement, oui. Oui, quand même. Bon. Donc, normalement, c'est ça. J'ai dit, ah bon, mais avec 14 pages, faire un... Donc, je me suis dit, bah, c'est intéressant parce que c'est quelqu'un qui a travaillé sans connaissance technique du scénario, mais avec quand même une maîtrise de la narration et puis une connaissance tout de même de la narration, claire et évidente, qui a travaillé sans script sur le tournage, qui a travaillé sans chef-op. Et puis, donc, les images sont ce qu'elles sont. Bah oui, c'est pas une image HD. C'est pas d'image pellicule, c'est de l'image vidéo. Le son, effectivement, bien souvent, c'est le son de la cam. Il n'y avait pas tout le temps un micro sur toutes les prises. Yann, si je dis des bêtises, tu me rectifies. Donc, ça veut dire qu'à certains moments, on était à monter des séquences, et en gros, il y avait 2 plans qui n'étaient même pas en champ contre champ. Il y avait juste 2 plans pour une séquence de 3 minutes, et il fallait monter avec ça. Donc, Si tu veux montrer quelques images... Après, il faudrait pouvoir se balader sur le DVD. Ouais, donc là... c'est un petit peu délicat. Est-ce que tu veux montrer quelques... La scène de l'agression. Oui, toi, tu avais envie de montrer la scène de l'agression. Oui, Bah, mais peut-être pardon, pas. du coup, j'ai oublié de montrer cette scène. On peut, hein. Alors, comment on met peut-être tout simplement là. Ouais, après tu remets en pause à chaque fois, je veux dire. Et là, j'ai pas la télécommande du lecteur. Hein. Non, je pense qu'il faut... Et pour me balader dans le menu. Non, mais t'avances. Avance simplement. Avance, c'est-à-dire là. Voilà, on va se faire ça. Ah, mais non, mais recule. C'est avant. Ouais, ça avance. Il y a bien sûr, ça. Oui, ça avance. Avance. C'est vraiment chaque fois. C'est pas loin. C'est avant ça. Oui, c'est avant ça. Le réalisateur connaît mieux que moi, vous voyez, pourtant. Ouais, c'est qu'après, pour mettre en lecture rapide, c'est plus utile. Ah non, mais. Là, on ne peut pas. On est battu par la déco. Non. Le mail est ton dernier mail. Non, on n'a pas la télécommande en fait qui permet d'accéder au chapitre. Ça, c'est les télécommandes simplement de quoi en fait Je pense que c'est juste pour régler la télé. Ah oui, d'accord. Donc nous sommes battus par la technique. Je vais trouver une solution. Alors, Je te laisse chercher. Sinon, Alors, pour- un ordi et on branche à la télé. Je me suis complètement ce que tu m'as dit. Ce format, c'est pas parce que sinon, ça va être Le son pendant plus cher, je sais pas comment. Ah bah si, c'est bon. Ah, t'as trouvé? Je sais pas comment j'ai fait. Et ça me rappelle toujours la réponse qu'avait donnée Isao Takahata. Là. Un étudiant lui demande comment on fait pour réaliser un film. Et Takahata de répondre, écoutez, le jour où vous aurez à en réaliser un, vous trouverez bien comment faire. Donc voilà, un réalisateur c'est ça, c'est quelqu'un qui a quelque chose à faire et il trouve les moyens. N'est-ce pas? Voilà. C'est pour ça que c'est pas forcément française. Donc, alors voilà, il y a des choses qui ont été... il y a eu des retakes aussi, des choses qui ont été retournées après. Bref. Donc un des premiers éléments... Est-ce qu'on peut peut-être montrer un peu plus d'images? Moi, je me suis dit- J'ai coupé peut-être un peu tôt tout à l'heure. c'est qu'il fallait assumer, le côté amateuriste de l'image. C'est-à-dire, il ne fallait pas faire semblant que ce soit autre chose que ce que c'est.
et partir du principe que ce qui allait s'installer pour le spectateur en termes d'ambiance visuelle et sonore, ça deviendrait l'univers du film, et que les côtés éventuellement imparfaits soient assumés comme tels. Exactement comme quand on fait un film d'animation avec des marionnettes en tissu, et ben c'est des marionnettes en Tu tissu. fais quoi là, toi? Ça vous dit pas, les jeunes, de vous taper une petite bâtarde? Tu veux qu'on essaye la chatte? Alors, au sujet de cet extrait-là, donc il a été tourné donc en deux parties malgré nous, parce qu'on a eu un souci de luminosité, on a été pris par le temps. Ça devait être à la fin de l'hiver et on n'a pas su bien gérer. Donc pour ceux qui ont été attentifs, si vous voyez bien, on n'a pas tout à fait la même coupe de cheveux. Vous l'avez remarqué. Une personne là-bas. Donc voilà, mais bon, elle a bien accepté. Bon, c'est ma sœur, donc elle aime son frère, donc il est sympa. D'ailleurs, si, je parlais du côté collectif, parce que j'ai aussi pas mal d'amis proches ou de gens dans la famille qui ont accepté le jeu. La journaliste qu'on voit au début, c'est ma mère, donc voilà. Donc bon, on ne peut pas faire jouer tout le monde, mais ceux qui sont motivés, qui avaient envie de s'amuser un petit peu, on s'est dit, allons-y, soyons fous. Il faut toujours être un petit peu fou quand on fait ce genre de projet. Nous avons tourné donc cette scène 2 fois. Ça a été assez compliqué. Et au début, j'étais absolument pas motivé pour retourner parce que je voulais en finir une bonne fois pour toutes. Je voulais qu'on passe au montage, je voulais tourner la page surtout. Et bon, quand même, c'est sur les insistances de Gilda Jaffrenou que nous avons fini, donc comme quoi, à retourner une partie de cette scène. C'est l'avantage d'avoir quelqu'un qui est un peu plus au fait des choses techniques, hein, parce que moi, les connaissances techniques, il y a quand même pas mal de lacunes, donc ça a été complémentaire là-dessus. Et ensuite, vous avez vu juste après, donc lorsqu'elle s'arrête et qu'elle est assez sous le choc et qu'elle respire, elle essaie de reprendre ses esprits, vous voyez un intertitre avec un chapitre et vous voyez une citation.
Alors ça, par exemple, c'est des choses qu'on peut faire avec ce genre de projet. Mais si vous voulez proposer à la télé, j'ai eu un exploitant de catalogue pour deux chaînes télé que je ne citerai pas, qui m'a dit c'est totalement rédhibitoire, est-ce que vous ne pouvez pas enlever les intertitres? Et moi je refuse, je ne veux pas enlever les intertitres. J'y tiens vraiment, voilà, c'est mon droit, je ne vais pas culpabiliser de vouloir laisser les intertitres. Donc voilà, c'est des petits détails comme ça, qui ont l'air de rien et qui apparemment ne sont pas forcément qui ne rentrent pas dans une certaine codification d'un projet de film. Voilà. Bon, simplement pour expliquer un petit peu, pour monter cette séquence, donc effectivement il y a eu des soucis parce que certains plans qui n'existaient qu'en une version, ils étaient dramatiquement sombres. Donc il y en a peut-être un qui a pu être monté quand même et il y a un effet de pixelation assez net sur l'image. Et puis il y a un autre plan, effectivement, là c'était juste pas possible au moment où le contact qui démarre, c'était beaucoup trop sombre pour être accord avec le reste. Mais mine de rien, sur cette simple séquence, on a eu des grosses questions à se poser, déjà sur le rythme, et puis aussi sur comment on allait travailler la bande son. Parce que notamment quand la jeune fille court, vous avez dû remarquer qu'on entend le souffle dans le micro de la caméra. Et bien entendu, il n'y avait pas d'autre prise de son que celle-ci. Ça avait été pris 3 ou 4 fois, et à chaque fois, on avait le choix entre le souffle à tel moment ou le souffle à tel autre moment. Donc ça a été vraiment, il a fallu assumer qu'on allait peut-être mélanger plusieurs prises, uniquement pour la partie son, pour récupérer du bruit de course qui colle avec l'image, même si ce n'était pas la bande son prise en même temps que l'image, parce que vous savez qu'avec une caméra mini DV, on capte automatiquement le son et l'image en même temps. Donc là, il a fallu, mais sur beaucoup de séquences de films, sciemment désynchroniser l'image et le son et se dire, le son de telle prise, on va le mettre sur celle-là. Voire même, on va utiliser le son de 2-3 prises qu'on va monter et s'arranger pour faire un mix, pour que le souffle s'entende quand même, mais qu'il n'explose pas les tympans. Et de se dire, finalement, assumons ce côté pris sur le vif, ce côté caméra dans l'action, et en faisant le pari que le fait qu'il y ait plusieurs plans où on est très près du personnage, ça crée ce sentiment d'être peut-être en position d'être la personne qui est en train de cadrer quelque part. Et que ce sentiment-là donne au spectateur l'impression d'être là, l'impression d'être dans l'action, et quand on est dans l'action, il y a des détails qu'on oublie. La coupe de cheveux, d'ailleurs, personne n'avait remarqué le fait que l'actrice n'a pas la même coupe de cheveux sur tous les plans, vous voyez. Si, quelqu'un l'avait vu? Si. Il est discret, alors je n'ai pas vu la main se lever. Mais effectivement, on peut avoir l'œil, et bravo si vous l'avez vu. Mais c'est pas ça qui va rester de la séquence. Ce qui va rester de la séquence, c'est le fait qu'on va comprendre la peur, qu'on va comprendre la menace, qu'on va ressentir quelque chose avec le personnage. Et j'ai envie de dire, quelque part, l'essence d'un film, c'est quand même ça. Je ne sais pas si M. Roffa, si vous faites un cours sur l'animation. Mais c'est pas les mêmes étudiants. C'est pas les mêmes, d'accord. Mais moi, il y a une phrase de Miyazaki que je cite très souvent, et Yann pourrait l'avoir dit tout pareil, c'est l'important dans un film, c'est la trace qu'il laisse dans votre cœur. Et est-ce que cette trace, elle dépend de la qualité de l'image? Oui, peut-être, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses plus importantes que ça? Et du coup, moi, c'est un film sur lequel je me suis un peu arraché les cheveux aussi à certains moments, c'est clair. Il y a eu des séquences pour trouver comment les faire marcher. Voilà, ça a été assez difficile. Mais en même temps, je pense que quand on s'intéresse au cinéma et qu'un jour on veut en faire, peut-être certains d'entre vous en ont déjà fait, en font ou en feront, là, choisissez votre case. Il y a des choses qu'on peut comprendre que en faisant. Et peut-être que du coup, il faut assumer, à un certain moment, quand on veut se former, il faut assumer d'être un amateur. Il faut assumer d'aimer assez pour faire. Quitte à ce que ce soit pas très bien fait, mais parce que c'est comme ça que vous allez apprendre. Ça, ce sera mon mot de la fin provisoire, en attendant vos questions et peut-être des choses que M. Roffa va pouvoir dire. Vous avez peut-être assez, Yann, insisté sur le propos du film. De quoi exactement parle le film? Oui, c'est une jeune femme qui enquête sur la mort de son frère. On a retrouvé le corps de son frère à l'entrée d'une forêt qui a la réputation d'être maudite. Et donc elle choisit effectivement, malgré les recommandations de la police,
d'aller faire l'enquête par elle-même. Voilà, c'est très simple hein, le déroulé. Ça se passe dans une ville, ça se passe quelque part en Europe. Hein, ça pourrait se passer n'importe où. La ville s'appelle Maghelbourg. Mais Maghelbourg n'existe pas parce que j'ai reçu des mails plus tard de gens qui voulaient savoir où est-ce que se situait Maghelbourg et pourquoi Maghelbourg ne figurait pas sur Wikipédia. Donc Maghelbourg n'existe pas. Voilà, c'était une invention. J'avais mélangé deux noms de deux villes, une en Belgique flamande et une en Allemagne. Voilà. Bon, et pour les teintes, l'ambiance un peu grise, j'ai voulu renforcer le côté un peu Mittel Europa, voilà. Donc voilà, c'était ça le but. Alors, bon, je ne veux pas vous raconter la fin, ça c'est pas. Enfin, chacun verra, ça, c'est pas mon rôle, mais simplement, bon, c'est vrai qu'il y a un dénouement de situation un peu inattendu et assez atypique. Pour revenir à la question que posait donc M. Roffa sur comment on détermine si un film est amateur ou pas et la difficulté de trouver la réponse, alors encore une fois, je ne vais pas vous donner la réponse, voilà, ni moi ni Gilda, si ce n'est, enfin Gilda vous a donné des pistes quand même. Hein, moi je vous ai dit que c'était des choses faites avec amour, mais Luc Besson aussi fait sûrement des choses avec amour, donc voilà, il ne s'agit pas, on peut aimer plusieurs styles de choses, c'est ça qui est bien. Par contre, je sais que quand on a voulu proposer la Bête Immonde à des festivals justement de films dits amateurs, ils ne l'ont pas voulu car ils trouvaient que c'était déjà trop professionnel. Voilà. Donc c'est pour vous dire à quel point on est dans une zone de flou un peu particulière. D'autre part, c'est vrai qu'à partir du moment où il y a une démarche qui consiste à intégrer le film dans un processus d'exposition et de vente au public, on intègre donc le commerce, voilà. Et il y a toute une stratégie d'accompagnement dont les amateurs en général sont libérés. Donc, par exemple, je parlais du sous-titrage en anglais qui est en cours, mais il y a aussi un roman dérivé du film qui est publié la semaine prochaine. Il y a une bande originale qui est sur iTunes. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses comme ça qui se mettent progressivement en place. Voilà. Une question, c'est qu'est-ce qui n'allait pas on en parlait avant de venir, dans le montage, qu'est-ce qui patinait dans le montage du film? Alors, qu'est-ce qui n'allait pas? j'ai une réponse qui n'a rien à voir avec la technique, mais en même temps qui a tout à voir. C'est que le monteur, aussi compétent était-il, n'était absolument pas motivé. Voilà. Le monteur. C'était son premier montage de fiction. Le monteur initial, qui pourtant avait une formation dans l'audiovisuel, dans les beaux-arts et tout, qu'on aurait pu penser qui avait dit oui, tout, donc il connaissait déjà mon travail et tout, mais il était bloqué parce qu'il n'était pas motivé de toute façon. Alors moi je fournissais une sorte de deadline sur ce que je voulais dans le montage, mais sans conviction, j'avais vraiment le sentiment d'être dans une impasse, et c'est pour ça que quand j'ai pu voir avec Gilles Geoffrenou, qui lui, pour le coup, était motivé de voir le challenge, finalement, c'était quand même de sauver un film et d'éviter que des rushs s'entassent dans un studio. C'était quand même ça le but. J'aime bien les défis, mais enfin, il faut quand même que vous sachiez que des professionnels m'ont interpellé en disant « Mais Gilbert, qu'est-ce que tu as été te commettre dans ça ?» On m'a, moi, dénigré sur le fait que j'avais pu, ne serait-ce que donner les meilleurs de mon temps à un projet pareil. Je parle de professionnels. Et puis d'autres qui m'ont dit, mais heureusement que tu l'as aidé, parce que du coup, le film, effectivement, on est capté quand même. Donc voilà, c'est clair qu'il faut être prêt à assumer le regard des professionnels qui sont habitués à faire du montage, avec les rushs correctement classés, avec les numéros de séquence et de plan, avec le découpage technique et le storyboard, et avec le rapport script pour savoir exactement qu'est-ce qu'il y a dans chaque prise.
Mais est-ce qu'il y avait ça au Mais départ? non, il n'y avait rien de tout ça. Il y avait rien de tout ça. Vous arrivez, on vous demande le scénario, on vous donne un feuillet de 14 pages dans lequel il n'y a pas un seul descriptif de plan. Mais alors, quand on entend des dialogues entre les acteurs, on en parlait tout à l'heure, mais avant d'arriver, qu'est-ce qui était écrit et quelle est la part d'improvisation des... Je dirais qu'à 3/4, il y a de l'improvisation. Aux 3/4? Parce que de toute façon, c'était pas, pour la plupart, ils n'étaient pas comédiens de formation, et que de toute façon, ils avaient tellement peur de ne pas dire mot à mot ce qu'il y avait à dire, qu'on a fini par leur dire, bon, ce qui serait bien, c'est qu'ils disent à peu près l'essentiel, et puis nous, on se démerdera après. Voilà. 3/4, c'est de l'improvisation. Des fois, alors si, quand même une qui est professionnelle, mais qu'on n'a pas vue à l'écran, c'est Maïk Dara. Mais Maïk Dara, c'est un cas particulier. C'est la voix française de Whoopi Goldberg, dont je parlais tout à l'heure, avec qui j'ai déjà travaillé et chanté aussi par ailleurs. Mais Maïk Dara, elle a l'habitude du doublage. Elle double. Donc elle est déjà comédienne, professionnelle, elle fait du théâtre. Donc elle, déjà, elle a une habitude que les autres n'avaient pas. Et puis, celle qu'on ne voit pas apparaître très longtemps non plus, qui joue Madame la maire de Magdebourg, elle est comédienne pour le TNT de Nantes. Hein. Donc, ces gens-là, eux, il n'y avait pas d'inquiétude avec eux, ils savaient vraiment suivre la ligne qu'on leur disait. Et justement, ça ne les a pas perturbés de ne pas avoir de dialogue? Comme avec Lara? Non, c'est ça qui est Il y a un intéressant. moment quand même, je ne sais pas si on aura le temps de le voir tout à l'heure, mais il y a un long dialogue entre la sœur les deux femmes, et rien n'était écrit. Une grande partie n'était pas écrite, oui, effectivement. Une grande partie n'était pas écrite. Oui, on peut le voir. Et donc Gildas, tu arrives quand sur le projet? Le projet est défini depuis Moi longtemps? j'arrive et ça fait quelque chose comme 5 semaines que Michael Couillou est en train de travailler sur le montage. Mais il a jeté l'éponge ou tu as un renfort? Ah bah moi quand j'arrive, il sait plus trop quoi faire. Et qu'est-ce qui n'allait pas en fait? Fondamentalement, parce que c'est un homme de l'image. Okay. C'est quelqu'un qui a une formation en beaux-arts et qui est photographe. Et donc pour lui c'est l'image, c'est les cadres. Il a cadré une bonne partie du film, donc il y a des cadres qui fonctionnent bien. Hein, et pour lui, il faut que les cadres s'enchaînent, il faut que ce soit raccord. Et comme le film a été monté sans script, vous savez ce que c'est que le rôle du script boy ou de la script girl sur un tournage? On appelle ça aussi responsable de la continuité. J'ai fait ça sur un film il n'y a pas très longtemps là. Je ne vous parlerai pas parce que celui-là il a été tourné avec une Red One, l'image est fabuleuse. Quand j'aurai le résultat, j'ai surtout pas envie qu'on apparaisse là-dessus, c'est dramatique. Bon, là le film il n'y avait pas de script, ce qui fait que la scène de l'agression que vous avez vue, peut-être ceux qui ont l'œil ont remarqué que les plans sont simplement jamais raccords entre eux. Il y en a peut-être quelques-uns qui sont raccords, mais il y en a certains, voilà, quand elle est poursuivie, il y a les caméras derrière elle, contre-champ, elle ferme la porte, et on voit très bien que derrière la porte, il n'y a personne. Alors qu'elle est censée être poursuivie par des gens qui sont sur ses talons. Et ça, il faut y réfléchir. Et alors c'est là où peut-être, comme moi je ne suis quand même pas à mon premier montage, Michael est quelqu'un de l'image. Donc il voyait les images, et quand on fait du montage, on regarde les images, on regarde des plans, et un plan qui dure 2 secondes. Hector da Silva a été courageux. On peut passer du temps à le regarder. On regarde là. Regarde ça. Ou fou. La plupart des marginaux restent à l'entrée de la forêt. Votre frère s'y est aventuré trop loin. Il a été tué. Son corps a été traîné jusqu'à la lisière, comme un avertissement. La plupart des gens qui se sont aventurés dans les tréfonds de la forêt des charniers n'en sont jamais revenus. Nul ne sait ce qui leur est arrivé. Mais vous, vous êtes revenu. J'ai lu votre livre. Je ne sais pas comment je m'en suis sorti, cette forêt est envahie de fantômes. Mais il y a autre chose. Puis je n'ai pas tout dit dans le livre. Notamment cette rencontre. Je suis allé il y a 7 ans. La peur domine partout. C'est une forêt d'un autre temps.
Parfois les rayons du soleil apparaissent, mais c'est un soleil qui nous perd. Je n'ai rien dit à la police. De toute façon, la police ne s'aventure pas là-bas. Un policier, ça sert à contrôler. Doit commettre une bavure. Quant au détective, il n'y a aucune couille. Je suis sûre que cette chose a un rapport avec la mort de votre grand frère. Nous sommes deux à vouloir savoir. Et j'ai besoin de vous pour y aller. Mon frère et moi étions très proches. Peut-être trop même. Mais cette chose me l'a enlevé. Vous comprenez ça? Vous avez peut-être peur? Pas moi. Mais j'ai besoin de vous pour y aller, pour savoir. Et moi non plus, j'attends rien de la police. Rejoignez-moi vendredi, 11h. Nous irons à la forêt. Ne le dites à personne. Dites-moi, que pensez-vous de l'histoire de Statros Reichmann? C'est une histoire que j'ai toujours trouvée complètement stupide. Une légende urbaine, un mythe contemporain, pour effrayer les petits enfants métis, les inciter à choisir leur part noire ou blanche. Choisir son camp, c'est la rédemption pour le métis. Voilà ce que dit la légende. Moi, je n'ai pas à choisir ma part blanche ou ma part noire. Je sais très bien qui je suis, ce que je suis. Vous êtes sûr? Statros passe son temps à se morfondre sur ce qu'il n'est pas, sur ce qu'il voudrait être. Il se complaît dans un univers malsain, peuplé de fantômes, de morts. Un artiste a écrit sur lui, il y a quelques années, un roman qui a donné vie à un film en 2 parties, sans grand intérêt d'ailleurs. La légende dit que Statros Reichmann est venu dans la région il y a 10 ans à peu près. Je ne vois pas le rapport avec la forêt des Charniers. Et même si ce sinistre personnage était venu dans la région, on n'est pas à 3 périls près. On a raté du nage. Ben non, mais là, typiquement, vous avez bien vu, vous récupérez un plan qui dure 3 minutes et Il n'y a aucun chant. c'est le seul plan. Chant. Voilà. Donc, allez, monteur, au boulot. Bon. Ensuite, il y a la suite où ils sont deux dos. Et pourtant, tout à l'heure, il y avait là 3 caméras sur le. Non, il n'y avait qu'une caméra. Ah, une seule caméra. Tout ça, c'était tourné à une caméra. D'accord, je croyais que tout à l'heure, il y avait. Non, Non, une seule. selon les lieux, au Mans, une caméra, une appareil. Ah oui, d'accord, Attention, par c'est lieu, pas- d'accord. C'est pas un lieu, c'est pas un... Mais là, par exemple, il a fallu récupérer des plans qui ont été tournés un autre jour ailleurs, essayer de bidouiller quelque chose pour installer des plans de coupe. Et justement, comment est-ce qu'on fait un montage Je suis pas sûr que ce soit très convaincant d'ailleurs. Enfin, on peut dire que c'est un peu expérimental. Vous allez en dire, ok, on va essayer de voir si on peut pas tricher la couleur, essayer de faire quelque chose. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut croire que ces plans insérés font partie de l'endroit où elles sont, ou est-ce que ça peut passer pour quelque chose qui sera dans leur tête de cette forêt dont elles sont en train de parler? Là, mais moi je suis pas complètement sûr que ce soit sans ambiguïté, quoi. Donc, par contre, c'est vrai que parmi les plans que je sais plus si c'est Jolion qui avait tourné ça ou comment ça s'appelle, Jeff qui avait tourné ça. Voilà, il y avait ce plan avec ces deux oiseaux au-dessus de leur plan d'eau. Alors, le blanc et le noir, je dis, tiens, il y a peut-être un truc à faire avec ça, qui serait une espèce d'effet miroir sur le texte. Bon, voilà, le genre de choses, effectivement, qui n'existaient pas au moment de l'écriture du scénario ni du tournage. C'est des choses qui naissent au montage. Et il y a plein d'autres petits moments comme ça où on a joué aussi sur... Là, on ne pouvait pas trop, mais où on a joué sur ce qu'on appelle les effets de split audio. Alors, vous avez par chance plusieurs plans, et puis peut-être des gros plans des mains des personnages.
et où du coup, vous avez des tranches de dialogue et vous dites, bah, finalement, est-ce qu'on peut pas s'en passer pour accélérer le rythme de la scène? Mais si vous avez un plan comme ça, vous ne pouvez rien couper, sinon vous faites du jump cut. Vous faites du cut à l'intérieur même de la séquence. Mais pour faire ça, il faut que la caméra soit sur pied parfaitement stable. Là, vous avez bien remarqué que la caméra n'était même pas sur un pied, je pense. Elle était tenue à la main. Donc elle bouge légèrement, la caméra. Vous ne pouvez pas faire un montage jump cut sur une caméra tenue à la main. Il faut que ça soit sur pied pour que ça donne quelque chose. Donc il fallait travailler autrement et s'arranger pour que le texte dit par un personnage, on fasse un split audio sur un gros plan. Ensuite, on coupe un morceau du dialogue. On raboute sur un gros plan des mains de l'autre personnage, on reprend son texte un peu plus tard, et puis on arrive comme ça à escamoter 1-2 minutes qui peut-être n'étaient pas très pertinentes pour faire avancer l'intrigue, et dans ces cas-là, avoir un rythme un peu accéléré. Mais c'est vraiment, pour le coup, c'est pour ça que j'ai parlé carrément de réécriture-montage, et c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup communiqué avec Yann, parce que on essayait de faire des choses. Moi au début on était chez Michael, donc c'était sur son ordinateur, moi je faisais des propositions, on essayait, on regardait, on revenait en arrière, et puis quand on avait quelque chose qui nous paraissait avoir un intérêt, on faisait un export, on mettait ça sur Dropbox, c'est un outil gratuit pour partager les gros fichiers. Yann récupérait ça, regardait, il nous disait bah oui mais il faut changer ça, et puis on travaillait, j'ai envie de dire, un peu à tâtons, quoi. Donc il y a eu 3-4 heures de rush. Alors, je n'ai pas vu l'intégralité des rushs. Hein. J'ai pas vu l'intégralité des rushs. Je pense qu'il y a au moins 6-8 heures. Je n'ai pas mesuré, mais il y a quand même pas mal de choses qui ont été tournées. Mais le premier montage que j'ai vu, moi, faisait un peu plus d'1 heure, je pense. Et le film, dans sa forme actuelle, fait, je crois, 47 minutes. 49 avec le générique. Voilà. Ce qui veut dire que, voilà, parmi les étapes de travail, Yann était dans l'idée d'un long métrage et que peut-être que pour le film soit, on va dire, touche un maximum de gens, peut-être qu'il fallait assumer peut-être d'accélérer certaines parties, assumer certaines lenteurs à certains moments et puis accélérer le rythme à d'autres. Hein, la séquence de l'agression, dans sa version initiale, elle était 3 fois plus longue que ce que vous avez vu là. Mais est-ce qu'elle disait plus de choses? C'est pas certain. En tout cas, voilà, vous avez vu la version actuelle, ce qui veut dire que Yann, à un moment dans l'échange, a dit bah oui, effectivement, d'avoir un rythme rapide pour cette séquence-là, ça permet de mieux préparer ce temps de grande pause où Ariane est dans sa voiture choquée et puis elle écoute la musique parce qu'il faut qu'elle se remette de son émotion. Et le fait d'avoir un rythme très rapide, des sons violents, d'avoir cette violence visuelle de l'agression qui soit brève, mais intense, permet de préparer ce temps de pause dont finalement nous-mêmes en tant que spectateurs on a besoin. C'est-à-dire de travailler sur, pas seulement sur la construction émotionnelle de ce qui arrive au personnage, mais aussi sur l'état émotionnel du spectateur et de comment on prend en compte l'état émotionnel créé dans une scène pour ensuite en faire quelque chose dans la séquence suivante. Bon, alors, Yann va peut-être me contredire, mais c'est des choses qui n'étaient peut-être pas, en termes de rythme narratif, c'est peut-être des choses qui, sur le scénario en tout cas, n'étaient pas forcément très pensées, même si Yann, en tête, avait plein d'idées. Donc, pour tout ça pour dire que c'est vrai que c'est un film frontière par rapport à la question de l'amateurisme, parce que moi, je ne le considère pas tout à fait comme un amateur quand même. Yann, lui, un regard très modeste sur lui-même, voilà, que je respecte. Mais il n'empêche que voilà, il y a un peu plus que de l'amateurisme dans un projet comme celui-là, même si les moyens sont relativement dérisoires par rapport aux enjeux et aux ambitions. Derrière, il y a un propos. Il y a quand même une question sur l'identité, sur la question du métissage, certes, mais aussi la question de la sexualité, parce que dans l'histoire, il est quand même question d'un frère et d'une sœur qui ont tous les deux, comment dirais-je, il est question d'Arsène, et Arsène est le compagnon d'Ariane, mais il est aussi le compagnon du frère d'Ariane, à un autre moment. Donc il y a la question de la bisexualité, la question aussi du regard des autres, parce que la maman n'est pas au courant. Donc c'est beaucoup de questions comme ça du rapport, j'ai envie de dire, à la normalité. C'est des questions fortes, et c'est des questions
dans le film, pour le coup, sont traités d'une façon complètement atypique, et qui peuvent l'être justement parce que le film est en dehors du circuit professionnel. Parce que dans le circuit professionnel, traiter ces questions-là, on va le faire en se disant il faut qu'on soit sélectionné au festival premier plan, ou bien qu'il faut qu'on soit c'est-à-dire les distributeurs et les producteurs dans le circuit pro vont avoir tendance à dire on pense au public. Et quelqu'un qui vient arrive en disant oui, mais moi j'ai envie de montrer ça parce que d'abord je suis métisse, ensuite bah oui, j'ai des choses à dire par rapport à ça. Et donc j'ai envie de le lire à ma manière à moi, qui justement soit pas celle que je vois ailleurs. Parce que si c'est pour faire la même chose que les autres, mais pourquoi diantre se bouger? Si c'est pour faire comme tout le monde. Ça devrait être la grande question que se posent tous les gens qui veulent faire du cinéma, d'ailleurs. Et alors, ils ont comme exercice à faire un film de 3 minutes. Est-ce que tu as des conseils à donner pour un film de 3 minutes, le montage dans un film de 3 minutes? Alors moi, le montage, là, ce que j'ai fait pour Yann, c'est strictement ce que je déconseille à tout le monde. Posez-vous d'abord la question, écrivez d'abord quelque chose. Faites un premier jet, un deuxième jet, un troisième jet. Quand vous avez une scène qui marche, dites-vous, est-ce que je ne pourrais pas en écrire une autre à la place? Et encore une autre. Moi, mon expérience de l'écriture, c'était avec un monsieur qui officie sur Paris de temps en temps, qui s'appelle Thibaut Montchauvet. Si vous avez l'occasion un jour de faire un atelier d'écriture avec ce monsieur, Thibaut Montchauvet, je vous le conseille. Bah d'accord, il a 10 ans de moins que moi, mais n'empêche qu'à l'époque où j'ai fait mon école de cinéma, c'était lui qui nous encadrait. Et pour donner l'histoire que j'ai avec ce formateur-là, on avait passé 5 jours à construire un synopsis de court-métrage, qui devait être notre court-métrage de fin d'année. Moyen-métrage, hein, il fallait que ce soit pour un film d'une demi-heure. On passe 5 jours, on était en équipe de 3, on passe 5 jours à vraiment discuter de plein d'idées, à construire un récit, une histoire, voilà. Et normalement, on avait 6 jours pour faire ça. Mais au soir du 5e jour, on avait un synopsis dont on était très content. On le fait lire à Thibaut qui nous dit « ça tient la route, hein, c'est super ». Alors écoutez les gars, ce que je vous propose c'est que demain, comme il vous reste une journée, vous rangez ça de côté, c'est très bien, vous dites ça c'est bien. Et demain vous faites un autre synopsis. Alors regardez, mais je pense qu'il a failli subir de la violence physique ce moment-là, Thibaut. On s'est contrôlé, on est dans le garçon, mais refaire le film demain, mais attends, ça fait 5 jours, et là tu veux que demain on en refasse un comme ça d'une journée, t'es mignon quoi. Il dit si, faites ça. Puis lui, très sérieux. Thibaut, c'est le gars imperturbable. Si, demain, vous en faites un autre. Et à la fin de la journée de demain, vous comparez vos deux synopsis et vous choisissez lequel vous développez pour faire votre continuité dialoguée de 30 pages. Enfin, le soir, j'ai pas bien dormi cette nuit. Puis le lendemain, on arrive, pas très motivé. Bon, bah ok, on commence à poser les choses. Et puis comme on avait travaillé pendant 5 jours, on était habitué à discuter. Et on a mis une journée à faire un deuxième synopsis. Devinez lequel on a développé en moyen-métrage, en scénario, en continuité dialoguée. Bah le deuxième. Et ça, c'est une leçon que je n'oublierai jamais de ma vie. La première idée qui vient, elle peut être très bonne. Ne l'achetez pas. Mais ne restez jamais à votre première idée. Parce que si vous avez une bonne première idée, peut-être que vous en aurez une deuxième encore meilleure. Après, intéressez-vous à un monsieur qui s'appelle Robert McKee, qui a rédigé les 10 commandements des scénaristes. Et vous verrez les 10 commandements, mais moi je retiens toujours le 10e. Réécrit. Écrit et ensuite réécrit. C'est-à-dire, travaillez votre scénario, parce que plus votre scénario sera travaillé, surtout pour un film de 3 minutes. En 3 minutes, vous n'avez pas de temps à perdre. Si vous perdez du temps, vous perdez le spectateur. Travaillez vraiment votre écriture, parce que derrière... L'année dernière, il y aura un jury qui viendra aussi. On a parfois réussi à s'ennuyer en 3 minutes. Eh oui, non mais ennuyer un spectateur en 3 minutes, faut le faire, mais ça arrive, quoi. Et ce qui se passe à l'écriture, c'est décisif. Dites-vous que voilà, on n'a pas inventé la dramaturgie pour rien. Donc, je peux faire un peu de pub moi aussi, peut-être. Bien sûr. Alors il y a Yann éventuellement qui a amené des DVD à 5 € exceptionnellement. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. C'est quoi ce site? Alors en fait, j'ai un blog. Un certain nombre de conseils sur l'écriture scénaristique. Profitez-en parce que quand j'aurai fini d'écrire tout ce que j'ai à écrire, ça va être en forme de bouquin et ce ne sera plus gratuit. Pour l'instant, ça l'est. Voilà. Donc c'est comment après? C'est 2 slash. .w. Cost. C'est marqué. Ah oui, C'est marqué. Ouais, ça c'est l'adresse. C'est l'adresse. Oui, bah vous le trouverez mieux avec ça en fait.
parce que sur les 30 degrés, je ne crois pas que ça marche. Non, pensez vraiment à l'écriture. Et c'est pour ça que je vous ai dit le 4 avril, il faut que ce soit terminé, mais c'est court. Mais donc, réfléchissez quand même à ce que vous voulez dire. Et puis, pour finir, déjà je voudrais remercier Monsieur Roffa de nous avoir invités. Et puis, pour finir, dites-vous bien que si jamais vous êtes dans une démarche à long terme de proposer des films, quels que soient les moyens que vous mettez en œuvre, moi j'ai constaté autour de moi que beaucoup de gens avaient peur de parler de leurs films, de parler d'eux, de parler de ce qu'ils font. Il y a toujours des gens qui vous diront que ce que vous faites c'est de la merde. Vous ne pouvez pas y échapper, ça c'est un truc, c'est classique. Vous pouvez avoir mis toutes les compétences et le fric de votre côté. Hein, moi, la dernière fois, je discutais avec quelqu'un qui a vu The Hobbit de Peter Jackson, qui a dit mais c'est une merde. Je dis, ah bon, très bien. C'est peut-être moi qui t'ai dit ça d'ailleurs. Ah, non. Qui m'a dit que c'était vraiment une merde. Donc vous aurez toujours des gens qui vous diront cette histoire c'est de la merde, on s'en fout tout, c'est pas grave. Ce qui compte c'est vous par rapport au film, que vous soyez dans une démarche strictement amatrice ou alors dans une démarche un peu plus professionnelle. Voilà. Je crois qu'on peut l'applaudir, elle est... Merci encore.